Bonjour à toutes nos auditrices et auditeurs du balado Les idées ridicules. Aujourd'hui, on a un épisode incroyable pour vous à vous présenter où on va parler de cueillette sauvage avec notre cher ami qu'on aime beaucoup, notre ami encyclopédique qui est Yvan Perrault, donc qui est également cofondateur avec son frère du verger, en fait, du verger au Jardin des Noix. Donc, ça le dit, il cultive des noix. Mais donc, super vulgarisateur, mine d'or d'informations encyclopédiques, comme on l'a dit. Vraiment, ça va être un épisode riche en informations. Gardez vos oreilles grandes ouvertes. Super intéressant. Bonne écoute. Bonne écoute. Cette année, nous avons un partenaire officiel pour la saison 4 du balado, donc Tessier qui notamment fabrique des tunnels, dans le fond, gothiques qui permettent d'étendre la saison puis de pouvoir les laisser dehors telles quelles parce que la structure gothique permet à la neige de s'écouler et, dans le fond, plus besoin de doter tous les plastiques, tout le kit. On peut les laisser telles quelles dehors. Donc ça, c'est merveilleux. Et pour plus d'informations, vous pouvez les appeler ou aller voir leur site web. Donc, merci Tessier. Vous êtes un allié de choix pour les maraîchers, les circulteurs. Tessier, on le répète, c'est fabriqué ici même au Québec. C'est des structures de serre de première qualité. Donc, joignez-vous au mouvement. Cultivez Tessier. Allez! Une production Origine. Bienvenue à toutes nos auditrices et auditeurs du balado Les idées ridicules. Aujourd'hui, on reçoit avec nous Yvan Perrault. Donc, bienvenue. Merci d'être là. Grand merci de me recevoir. Ben, merci à toi. Donc, Yvan, t'es un mordu, dans le fond, des produits sauvages nordiques, des produits que l'on retrouve en forêt autres que les arbres, hein, notons-le, les produits qu'on appelle entre autres des produits forestiers non ligneux ou les PFNL, pardon. Puis, aujourd'hui, on va parler des plantes ensemble, des champignons et plus encore. Donc, Yvan, on peut dire également que tu es un grand autodidacte et bon élève. Hein? Tu apprends beaucoup sur le sujet jusqu'à obtenir même une reconnaissance incontestée de tes pairs. Tu prends des rôles au sein de diverses organisations orientées vers la cueillette, l'identification, la protection des territoires en faisant valoir leur potentiel, nous aussi. C'est de ça qu'on a envie de jaser avec toi. Donc, tu es également propriétaire, copropriétaire en fait. Cofondateur. Cofondateur. Yes. C'est mon frère Alain, le propriétaire. Et voilà, donc salut Alain. Mais donc, de ce qu'on pourrait dire, un des plus grands vergers, sinon peut-être même le plus grand verger. C'est dur à dire. Probablement qu'on vient d'être dépassé depuis quelques années par Au nom de la noix de M. Pierre Boucher à Mont-Saint-Hilaire. Okay. Parce que mais on a peut-être plus d'arbres que lui. Lui, il a plus grand terrain, mais il replante sans cesse. Donc, qui est le coq? On se jase souvent. Là, je vais lui demander la prochaine fois, puis je suis bien content. On comprend l'essence. Un verger à noix, un des rares grands producteurs. Un des trop rares, malheureusement, mais il commence à en avoir de plus en plus qui émaillent le paysage là, ici et là. Sous la poussée là, du Club des producteurs de noix du Québec. Oui. Puis, à titre privé, on fait partie du club, mais à titre privé, là, chacun de nous, on promouvoit la nuciculture. D'ailleurs, on a la culture des noix, des arbres à noix, la nuciculture, c'est un mot qu'on a plus ou moins inventé au Québec. Là. C'est Bernard Contré qui l'a suggéré. Je pense qu'il l'a fait passer récemment, il y a un an et demi, auprès de l'Office de langue française. Wow. Puis c'est ça, il commence à être temps qu'un mot même existe. Puis moi, j'étais plutôt partisan de nucériculture parce que moi, je voulais qu'on ait la racine grecque. Nucérie. Puis ça faisait penser à acériculture. Nucera, donc nucérie en français, culture. Mais c'est nuciculture qui l'a emporté parce que c'est Bernard qui m'a court-circuité au bras de l'Office de langue française. Mais c'est bien correct. Nucis, ça vient nucis, le latin, noix en latin. Okay. Mais la racine grecque doit l'emporter sur la racine latine quand on a des mots, on a deux mots, parce qu'elle est antérieure. Super intéressant. Le latin l'aura emporté sur le grec pour cette fois-ci. Puis on l'a quand même pas nommé, mais aussi, dans le fond, le jardin dans lequel tu es le cofondateur, le jardin musicole, c'est en fait au Jardin des Noix. Au Jardin des Noix, à Saint-Ambroise-de-Kildare, dans la Nodière. Yes. Génial. On a des grands vergers à visiter pour les visiteurs, là, puis on a une super belle boutique. On en est très fiers, là, mon frère puis ma belle-sœur Isabelle travaillent très fort là-dedans. On a une offre assez exceptionnelle de produits forestiers non ligneux, comme vous avez dit. Puis c'est des produits souvent qui sont issus de mes anciens élèves de classe. Puis là, ils partent en entreprise. Puis là, ils ont des petites productions artisanales. Fait qu'on est un des points de vente. Puis aussi, on donne la chance à plein de nouveaux produits québécois là, qui sont dans la nébuleuse, si on peut dire, là, des produits forestiers nordiques.
Ah ouais, wow. Vraiment super intéressant. Puis on l'espère, après cet épisode, va avoir plein de monde qui va avoir envie de se lancer, mais non seulement ça, mais aussi de goûter, à ces produits, puis de découvrir tout ce monde insoupçonné qui se cache dans nos forêts. Là. Non seulement je suis un mordu de tout ça, mais j'en mords. Justement, parlant de mordu, c'est de où qu'est née cette passion vraiment pour les produits de cueillette, la forêt, puis tout ce qui s'y trouve? Ben, elle vient il y a trois sources. La première, c'est ma pauvreté. Dans les années 80-90, je sortais de l'université, puis je trouvais pas m'employer nulle part. J'étais diplômé en arts et sciences puis en lettres, imaginez-vous donc. Fait que dans ce temps-là, on était battés parce qu'ils n'engageaient plus personne dans l'enseignement. Puis en tout cas, il y avait un contexte très, très difficile, voire impossible. Là. Fait que j'allais de petit job en petit job. Tu sais, je vivotais, là, mais j'avais beaucoup de temps libre. Fait que j'allais dans la nature. Puis à un moment donné, il y a un gars qui manque d'argent, il faut qu'il bouffe. Fait que deux, c'est mes lectures. Puis j'ai toujours aimé lire, apprendre. Je suis un esprit curieux, comme ça, là, gourmand de nouvelles connaissances. Là. D'ailleurs, j'ai fait le voyage jusqu'ici en autobus, exprès, pour pouvoir potasser le livre d'Isabelle Simard, La cueilleuse indigène, qui est sorti il y a quelques mois. Wow. Puis c'est fou les trucs qu'elle m'apprend dans son livre. Isabelle, elle est au BIC. Puis elle a sorti un super bon livre. Je vais écrire un post Facebook là-dessus. Puis je vais célébrer ses louanges. Elle va rougir. Si elle lit, elle va rougir jusqu'à la racine des cheveux. Très bien, hâte de lire ça. D'ailleurs, on vous invite à tous à vous abonner à sa page parce qu'il y a une mine d'or d'informations qui sort de la page de Facebook à Yvan. Oui, absolument. Le problème, c'est qu'on a juste droit à 5000 amis Facebook. Puis je savais de topper, là, mais, je mets public, là, puis là, ça se diffuse un peu plus comme ça. Là. Mais Facebook, c'est merveilleux pour le monde des cultures émergentes comme ça, puis ce que j'appelle les fermes forestières, les créations de fermes forestières en permaculture. C'est qu'on peut diffuser de l'information beaucoup plus largement et facilement, soutenu par des photos de qualité qu'on prend sur le net, là, souvent, là, ou qu'on a dans notre banque d'images à nous. Puis on peut vraiment développer des propos, puis de l'expertise, puis changer des trucs, ce qu'on ne pouvait pas faire avant quand il n'existait que des grands médias classiques, là, si on peut dire. Là. Moi, je passe relativement souvent dans le journal, tout ça. Mettons une fois à tous les 2 ans. C'est beaucoup. C'est beaucoup. souvent. Oui, quand même. Mais c'est ça donne un élan. Mais après ça tombe à plat parce que un clou chasse l'autre, là, jour après jour, dans les grands médias, là, les nouvelles. Tu sais, c'est destiné à être comme ça, malheureusement. Mais avec le Facebook, entre autres, on peut vraiment développer à volonté un propos, puis en plusieurs paragraphes, là, puis on peut revenir avec des photos pour préciser. Puis les gens peuvent interagir aussi, puis on peut répondre avec les gens. Ce qu'on peut pas faire avec les médias traditionnels qui sont assez inertes. Ils sont rigides, ils sont inertes. L'article est publié, puis si vous répondez, vous avez de la chance si votre tête est publiée dans la page Le Courrier des lecteurs. Ouais. Mais c'est d'une grande générosité. Tu réponds à beaucoup de commentaires quand il y en a sur tes posts. Je passe toutes mes soirées à ça. Je réponds au monde. Je dis jamais non à personne. Quelqu'un a besoin d'aide. Je me sentirais comme un chacal de refuser mon aide quand je peux la donner. Puis aussi, une affaire que je fais, c'est que quand je ne le sais pas, je le dis. Puis j'explique pourquoi je ne le sais pas. Ça, c'est intéressant parce que ça permet aux autres d'engager le dialogue, puis les gens ont envie de pousser les recherches dans ce temps-là. Puis quand on fait une recherche soi-même, en partie, là, on est un peu aidé, il y a un petit peu de mentorat, tout ça, on peut aller beaucoup plus loin. Fait que j'aime beaucoup ce média communautaire-là, Facebook, spécifiquement pour le domaine d'expertise qu'on est en train de développer au Québec, la création de fermes forestières en permaculture multistrate, de nouvelles ressources comestibles sauvages nordiques. Ouf. Wow! Eh bien, ça, justement, là, je pense qu'on rentre dans quelque chose de très intéressant avec ce concept-là. Est-ce que tu voudrais un peu plus aborder ça? Dans le fond, c'est quoi la ferme forestière? Non seulement c'est quoi la ferme forestière en milieu permacole? Permaculturel. Permaculturel, c'est ça. Puis tu te dis stratifié, justement, pour parler de différentes strates. Peux-tu élaborer un peu tout ça? C'est simple. On veut... le Québec, c'est un pays fertile qui devrait produire plus de nourriture que ça pour l'ensemble de l'humanité. Non seulement pour les Québécois, mais pour l'ensemble de l'humanité. À l'heure actuelle, la nourriture qui est produite au Québec, c'est de la nourriture banale, en champ, d'agriculture industrielle, qui pourrait être produite à beaucoup plus faible coût, puis avec des plus grandes économies d'échelle
par des États américains, par exemple, qui ont des grandes superficies de sol homogènes et riches, là, de grands sols alluviales, de grandes mers intérieures, là, comme l'Indiana, là, où j'ai été chercher du papa cet automne, l'Ohio, ces places-là. Bon. Ou le Manitoba, la Saskatchewan, là, quand il n'y a pas du pétrole, évidemment. Là, on peut en faire des champs, là, c'est à perte de vue. Puis on peut faire pousser de la patate, là, puis du blé, puis tout ça. Là. Mais au Québec, des terres de même, on n'en a pas tant que ça. On en a au bord du Saint-Laurent, tout ça, là, autour de Saint-Hyacinthe, là, ça. Mais c'est pas long que la trop grosse machine hyper performante industrielle agricole, là, elle arrive au bout de la terre. Elle arrive trop vite au bout de la terre, elle a de la misère à virer de bord parce que les bouts des terres sont exigus. Le Québec, on a un réseau hydrographique très, très complexe, hein, de ruisseaux, de rivières, de lacs, tout ça. Fait que nos terres sont toutes tout croches. Là. Autour de Saint-Hyacinthe, il y a des belles grandes terres rectangulaires. Mais c'est l'exception. C'est pas la règle. Le Québec, c'est plutôt fait pour produire de la nourriture en microsites puis à échelle humaine, avec des petites dalles qui se multiplient comme des taches sur une peau de léopard, en adjonction avec les microsites et les microclimats. Puis on a des terres bizarres. On a des terres riches, mais on a aussi des terres semi-riches, on a des terres anciennes, on a des terres neuves, on a des terres pauvres. Puis chaque terre est appelée à produire son type de nourriture à elle, dans le fond. Fait que c'est ça qu'on veut faire en faune forestière, c'est qu'on veut créer une espèce de paradis nordique où tout ce qu'on voit, là, ce qui pousse, là, c'est des plantes avec des parties comestibles ou des plantes qui aident à faire pousser mieux d'autres plantes à parties comestibles, vous voyez? Fait que là, il y a la question des guildes là-dedans, des plantes amies, des plantes antagonistes, puis des strates aussi. On en veut à toutes les hauteurs. On en veut même dans le sous-sol, si c'est possible, avec des beaux systèmes de légumes racines. Puis on veut des mycéliums de champignons plus denses. Puis on sait comment densifier les mycéliums de champignons mycorhiziens maintenant avec des cueillettes. Là, il y a des pratiques très, très, très faciles à adopter au Québec. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on sorte de nos maisons, de nos bureaux, qu'on aille sur le terrain, qu'on les cueille, ces plantes-là, puis qu'on les cueille, ces champignons-là. On va en avoir de plus en plus si on fait ça. L'acte de cueillir, c'est pas un acte de prédation en permaculture, c'est un acte d'entretien de la ressource en même temps. C'est ça qui est fantastique. Quand c'est bien fait, on s'entend. Quand c'est bien fait. Il y a des façons, il y a la quête éthique, on va dire. Donc, comment ne pas puiser sans épuiser. Donc, c'est ça. Fait que là, la quête éthique, c'est intéressant, ce concept-là, et ça rejoint exactement ce qui s'est toujours fait là, de façon artisanale, là, par les gens des Premières Nations aussi. Les gens des Premières Nations étaient très, très bons pour faire produire de la nourriture à notre paysage, bien plus que nous-mêmes. Parce que nous, on est arrivés ici d'Europe, puis on a plaqué des savoir-faire d'Europe, on a scrapé les forêts nourricières d'antan qui étaient chargées d'arbres fruitiers, d'arbres à noix, puis de plantes, puis on avait des rivières poissonneuses, on avait tout ce qu'il fallait. Puis, en tout cas, on a tout scrapé ça pour essayer de retrouver l'Europe ici. Dans le fond. Puis je pourrais vous en conter des histoires là-dessus en tabarnouche jusqu'à demain matin. On a juste 1 heure. Mais là, ce qu'on essaie de faire, c'est créer des unités de production de nourriture dans les endroits qui sont délaissés par l'agriculture industrielle, en attendant de conquérir un jour également les terres agricoles industrielles. Mais moi, j'ai rien contre l'agriculture. Au contraire, j'aime bien voir ça, des champs, puis avec une belle vue dégagée. Le problème avec les fermes forestières, c'est que ça risque d'être luxuriant et puis ça risque de boucher le paysage. On va rentrer là-dedans, ça va tout être des labyrinthes, là, des lacis là, de forêts, puis de prairies, avec des gradients de lumière, selon qu'on est tourné au nord ou au sud, selon qu'on est adossé aux arbres du lacis forestier. Dans le lacis forestier, on aura des ressources qui ne peuvent pousser qu'en milieu forestier, par exemple les champignons, les laitues printanières qui ont besoin d'un fort gradient d'ombre, qui poussent au printemps, etc. Puis, évidemment, selon les pentes, les types de sol aussi. Fait que donc, c'est fun parce qu'on fait des visites de terrain. Puis, je peux tout vous dire qu'est-ce que vous pouvez planter n'importe où. Nice. Puis, j'ai pas besoin de faire d'analyse de sol tant que ça parce que la végétation, déjà présente, nous le dit. L'observation, hein. En permaculture, on en parle souvent, l'observation. L'observation, ouais. Puis, il y a aussi que la nature nous fait des propositions sans cesse, là, mais nous, on n'arrête pas de les refuser, ces propositions-là. On dit, moi, je veux un chat de patates ici. Patate blé. Patate d'Inde. Maintenant, c'est plus blé d'Inde soya, en fait, en grande culture. Mais... Puis, c'était caché, une patate. Non, c'est une autre histoire. C'est ça. Donc, ce qu'on veut, c'est profiter au maximum des propositions de la nature avec les microsites. Puis les endroits où c'est plus favorable. Par exemple, on a un cap de roche, mais on sait quoi faire pousser sur le cap de roche. Puis on ne peut pas tout faire pousser dans des terres arables, des sols riches et profonds. Des petits fruits nordiques qui aiment, par exemple, qui sont rares dans le sud du Québec, puis qui sont très abondants dans le nord, mais c'est tough. Aller les chercher dans le nord, ça coûte une fortune en hydravion, puis tout ça. Fait qu'on peut en faire pousser des petites talles au Québec, puis tranquillement, là, avec le temps, là,
on va faire naître la demande, à force puis on va aussi perfectionner les savoir-faire culinaires avec ça. Oui. Je pense que la camarine, par exemple. La camarine, pas la camarise, attention, Non, la camarine. On en parlait tantôt avant l'entretien, c'est le petit fruit sauvage le plus abondant du Québec. Il y en a dans la toundra du Québec jusqu'à Iqaluit, qui est même pas au Québec en plus, mais à Iqaluit, il y en a encore. Incroyable. Il y en a. Puis ça, ça veut pousser sur des sols acides avec de la roche, pas tellement loin, puis un soupçon de terre, là, puis de sable, ça issue pour tout. Mais moi, j'ai des capes de roche à nu dans le sud du Québec, mais on verrait pas ça en toundra. Là. Ça n'existe pas des capes. Peut-être des capes de roche avec un gradient de pente trop fort, là, quand même, il faut exagérer. Mais il y aurait encore, là, même dans les falaises là, de roche, des affaires qui veulent pousser là-dedans. Ah, c'est incroyable. Des fois, tu peux voir, tu sais, je veux dire, tu es à flanc de montagne, en plein milieu d'un petit espace, tu vas voir des petits arbrisseaux qui réussissent à trouver leur confort. Là, c'est vrai. Des pites de sable aussi. Il y a plein d'affaires qui veulent pousser dans le sable, pousser dans la belle terre. Puis on sait pas quoi faire avec nos pites de sable. Moi, j'ai plein d'idées. Fait que, puis on est une gang. Là, je suis pas tout seul là-dedans quand même. Là. Puis je fais le maximum pour former les gens. Sur le terrain, en cours, en conférence, en écrit, je lâche pas, puis c'est ça. Puis je vais sur le terrain le plus souvent que je peux, chez les gens, puis je leur donne des idées. Et là, je fais une visite de terrain, c'est 2-3 heures, là, puis je leur donne, mettons, 200-300 idées, là, selon les sites, là. Puis aussi, je suis capable de... Je suis un des premiers gars, malheureusement, au Québec, je suis arrivé tard dans le portrait, là, mais je suis un des premiers gars au Québec qui connaît à la fois tous les champignons sauvages comestibles, toutes les plantes, toutes les racines, tous les petits fruits, toutes les noix, les farines d'arbres, je connais tout ça. Fait que je dis pas que je connais tout, parce que c'est un océan. Mettons, tu prends une ressource, là, puis il y a des tas d'affaires que je sais pas sur cette ressource-là en tant que telle, mais je connais les bases d'à peu près toutes, là. Puis je suis capable de comment dire, c'est un peu comme si je connaissais l'alphabet. Fait que à partir de là, je suis capable de lire et d'écrire, hein, n'est-ce pas? Ouais. Fait que, puis avant, les gens en service conseil, ils étaient pas capables de faire... Il n'y avait pas dans leur coffre à outils suffisamment de propositions possibles. Ils ne connaissaient pas les champignons, par exemple. Juste les champignons de culture, les 3-4 mêmes sortes, mais c'est tough faire les champignons de culture en milieu naturel. Ils ne connaissaient pas les arbres à noix. Donc, une place qui a un sol profond chargé d'argile, c'est sûr qu'il faut aller en arbre à noix là-dedans. Ils ne savaient pas faire cette prescription-là. Ils ne savaient pas faire la prescription des arbres fruitiers correctement. Par exemple, ils mettaient des amélanges en verger, en culture émergente, à grandeur. Fait que là, les oiseaux arrivent là-dedans et ils voient tous les fruits. Fait que ce qu'il faut faire en permaculture, c'est adosser les amélanchiers aux lacis de forêt, de feuillus qui sont plus matures. Puis là, ça limite les lignes de fuite des oiseaux. Quand tu dis lacis, c'est comme... Imaginez, c'était comme un corridor là, large, d'à peu près quelques centaines de mètres, quelques dizaines de mètres. Là. Puis ça quand on est en avion, là, on a l'impression qu'on a des cordes qui sont tout croches, là, puis de forêt. Puis avec des espaces de non-forêt au milieu. Là. Ouais. Ça met ça des fermes forestières. Ça va des milieux où il n'existera plus tellement de forêt ni de champs. Ça va être toujours des milieux un peu hybrides, champs-forêt, vous voyez. Puis d'ailleurs, c'est ça que la nature veut faire au Québec, a toujours voulu faire. Tous les champs qu'on a défrichés, que nos ancêtres ont défrichés à la sueur de leur front, c'est incroyable, jusqu'au sommet des montagnes, avec les capes de roches, les tas de roches accumulées qui subsistent là. Tous ces endroits-là là, qui ressemblaient à la Suisse, là, qui étaient parfaitement là, déboisés, là, puis qui étaient en prairie jusqu'au sommet. Là. Mais ils sont en train de retourner en friche parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas bon d'amener des bêtes packagées là. À un moment donné, il n'y avait plus d'herbe packagée, hein, toute la terre déboulait. Là. Puis on s'est retrouvé sur des capes de roches nues. Mais les arbres, eux, ont trouvé le moyen de repousser, puis qu'on est en reforestation. Vous savez que le Québec, c'est un des rares endroits au monde en reforestation massive. Hein. Par la plantation, tu veux dire? Par la reprise, la reprise en friche des terres qui avaient été défrichées avec trop peut-être d'agressivité ou d'ambition, okay, dans des curés physiocrates. Là. Ah ouais, comme justement, là, la physiocratie, c'est le système de pensée, de philosophie qui fait reposer la force d'une nation sur la vitalité de son agriculture. Oui, ben oui, ça. Puis tu en as parlé un peu aussi en pré-entrevue, puis tu l'as posé aussi, je pense, à un autre concept, ça se peut-tu? Donc, il y a deux... Pour moi, là, c'est simple. En termes de production de richesse, il existe seulement deux systèmes possibles. C'est pas le capitalisme et le communisme. Ça, c'est une opposition intellectuelle, ça, qui est née... Politique. qui est née au 19e siècle, de Karl Marx et de ses prédécesseurs comme Proudhon. Ouais. Mais dans la réalité, la richesse est produite selon les termes de la physiocratie ou du mercantilisme. C'est-à-dire le mercantilisme, c'est le rapport marchand puis les transactions. On peut créer de l'argent à partir de l'argent existant par la spéculation, par toutes sortes de mécanismes là, qui sont le mercantilisme. Mais par ailleurs, la vraie richesse, là, songez-y, messieurs, là,
elle procède nécessairement des biens de la Terre, de l'énergie infinie et gratuite du Soleil. Puis, tout ce qui, mettons, pour la table sur laquelle je pose ma main en ce moment, le micro, tout ce que je vois, l'éclairage, l'électricité, tout ça vient d'êtres humains qui ont construit ça parce qu'ils étaient bien nourris. Absolument. Ben oui. Puis, qui avaient du temps pour développer autre chose que de la nourriture. Fait que là, on a commencé par bien se nourrir. Après ça, on s'est logé, bien sûr, mais on s'est dépêché de se loger. Se nourrir, c'est absolument essentiel. Puis, partant de là, toute l'économie repose sur les biens de la terre, dans le fond. Mais justement, tu sais, moi, c'est la question que je me pose un peu, là, on aborde un peu le sujet. Mais tu sais, oui, dans un système de ferme forestière, on s'imagine plusieurs richesses, puis toutes sortes de trucs à manger. Mais si on l'oppose aux cultures, justement, comme tu l'as dit, tu sais, de tradition européenne, de grande culture, les annuels, qui ont quand même été, tu sais, qui ont prouvé un certain rendement très efficace. Jusqu'à un certain point, là, on s'entend, là, on est en train de revivre une espèce de chute du rendement, mais est-ce que c'est possible d'aller chercher autant dans un modèle forestier comme ça? Bien, certainement. D'ailleurs, j'ai lu quelque part là, mais que l'humanité a connu un bond démographique à cause de la pionnière annuelle qui est le blé, qui est en Mésopotamie puis dans la vallée du Nil. En agriculture, grande surface, comme on dit. Mais la culture de grande surface, c'est les Américains qui ont inventé ça. Puis un peu les Russes avant eux autres, là, mais à partir de l'époque des Grecs anciens, là, à partir de la Crimée, en montant vers l'Ukraine. Là, ça, c'est des grandes cultures de pionnières annuelles. Bon. Mais il y a aussi le gland de chêne qui serait à l'origine de l'explosion démographique de l'humanité, puis les mycocoules. Imaginez-vous donc, les fruits de mycocouliers, c'était de la nourriture abondante. Il y en a chaque année, puis on était capable d'engranger des surplus de nourriture, puis on était capable d'assurer la survie des nouveau-nés sans qu'ils meurent nécessairement de faim 9 sur 10. Là, vous voyez? Fait que là, c'est comme ça que les sociétés ont pu se développer démographiquement, c'est avec des surplus à la fois de production agricole, de pionnières annuelles comme le blé, l'avoine, l'orge, le seigle ont suivi, mais aussi avec des ressources comestibles issues de la permaculture. Mais évidemment, les humains se sont rendus compte que, par exemple, les mycocouliers font des fruits chaque année. Puis c'est un fruit, on peut manger la chair sucrée, c'est très, très bon, mais on peut aussi croquer le noyau comme une noix. Ça fait une petite noix sucrée, ça. C'est un fruit noix. C'est pas connu, hein? Ben non, c'est ça. Puis il y en a ici à Montréal, là, on peut s'en cueillir. En ce moment, c'est un fruit d'hiver en plus. Ben non. Mais oui, c'est merveilleux. Puis il commence à y avoir des variétés sélectionnées à fruits supérieurs, plus charnus. Là, on a oublié le truc, mais ça a sûrement existé pour amollir un peu le noyau pour qu'il se croque un peu plus fascinant qu'actuellement. Actuellement, il se croque, là, mais c'est à la limite de ce que nos molaires sont capables de faire sans casser. Mais ça, moi, j'y parviens, là, mais j'essaierai pas d'en croquer 10. Mais j'en croque une, là. Puis là, juste pour éprouver le cœur sucré de cette drôle de noix-là. Là. Mais ça, c'était très, très nourrissant. La valeur nutritive était très élevée. Puis des mycocouliers étaient très abondants autour du bassin méditerranéen, entre autres. Fait que, donc, puis on a retrouvé dans l'estomac de Hodzi, là. Puis, il est en lien avec les Cro-Magnons aussi. Quoique les Cro-Magnons, on les distingue plus des Homo sapiens, ça, maintenant, là, mais avant, on les distinguait. Fait que c'est comme une nourriture très, très, très ancienne, ça. Puis, qui était jadis très abondante. Fait que, oui, c'était une nourriture permaculturelle. On plante un arbre, puis on scrape pas l'arbre à chaque année comme une pionnière annuelle, comme un plant de blé, n'est-ce pas? Fait que, donc, l'humanité est tributaire à la fois des cultures de pionnières annuelles et de la permaculture. Puis, moi, je trouverais ça, juste pour comprendre aussi, justement, là, on faisait un peu la différence, ben pas la différence, mais de comprendre que, dans le fond, les cultures, même en termes de permaculture ou de vivaces, ont un potentiel nourricier énorme. Mais ça serait quoi, mettons, par rapport au concept de ferme forestière, un peu les avantages et probablement aussi peut-être quelques désavantages par rapport à des fermes, qu'on pourrait dire, plus conventionnelles, pas nécessairement pas bio, mais juste dans agricole, ouais. Agricole, tu sais. Bon, je pose ferme agricole puis ferme forestière. Il y a aussi des fermes d'élevage, il y a d'autres sortes de fermes. Là. Bon. La ferme forestière, elle, c'est simple, c'est que c'est la permaculture qui permet d'économiser beaucoup d'énergie. Un homme seul ou un être humain seul, même une femme seule, un homme seul, peu importe, là, pourrait, à lui ou à elle tout seul, changer tout le portrait d'une vallée entière à force d'implantations successives pendant 30 ans, comme le grand Sepp Holzer l'a fait en Autriche. Lui, quand il est arrivé dans sa vallée, là, proche de la forêt noire en Autriche, là, au début des années 70, là, la zone de Russie, c'était 3A ou 3B. Là, c'était horrible. Puis à ce temps, c'est rendu 7B, je pense. Il a augmenté de 4 zones. Puis là, il fait pousser du fût tropical dans sa vallée parce qu'il a fait, en 50 ans, il a établi une succession végétale. Il a d'abord mis des plantes pionnières, mais pérennes. Puis ensuite, ces plantes pérennes-là ont constitué un sol très rapidement. Puis il a pu aller enchaîner en arbustes, puis en arbres. Puis il a pu faire en sorte que la chaleur et la lumière, qui étaient rares avant, au lieu de passer
bord en bord de la vallée, ben, elle y reste. Puis il a travaillé avec les courbes de niveau aussi. Pour faire jouer la lumière. Puis évidemment, il a gardé des sections nordiques, puis il y a des sections... Puis là, ben, aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, je sais pas s'il est encore actif, l'homme, là, mais j'ai vu un documentaire assez récent, là, il se promène là, dans sa ferme forestière qui est immense, là, puis il se fait aller le doigt, là, OK, ça. Puis là, il retourne, puis il s'assied à côté de sa femme, il dit, bon, on peut fournir tant de melons, tant de ci, tant de ça, tant de ça. Puis là, évidemment, les gens des quatre coins de l'Europe, puis du monde entier accourent chez lui. Il manque jamais d'aide, là. Puis il fait des meilleurs légumes. Puis dans son livre, il rapporte que tout ce qu'il a fait de différent, il s'est fait poursuivre à chaque fois par le ministère de l'Agriculture autrichien. Puis il a gagné à chaque fois. Il dit dans sa préface, « Tous mes malheurs me sont venus du genre humain et toutes mes consolations de la nature. » C'est fort. Wow, très fort. Puis est-ce que justement dans cette perspective-là, est-ce qu'il peut y avoir des trucs qu'on pourrait noter comme, mettons, des désavantages un peu, ou pas nécessairement des avantages, mais... Ben, les avantages, ce serait qu'au début, quand vous partez d'une ferme forestière, vous n'êtes pas tellement rentable. Fait que vous êtes mieux d'avoir un emploi bien rémunéré dans l'économie de marché actuelle, là, l'économie du savoir ou autre, là. Puis de transiter tranquillement vers votre ferme forestière au fur et à mesure que les premières années passent. Ben, vous savez, vous arrivez quelque part, puis il y a de la bouffe naturelle en masse déjà, là. Ouais, c'est ça. Sauf que ce qu'on veut, c'est de la bouffe... on veut de la bouffe à toutes les saisons. Fait que là, il faut procéder à des implantations. Par exemple, les arbres à noix, ben, c'est rare qu'il y en a au Québec. Fait qu'il faut en créer. Puis des arbres fruitiers nobles, puis des variétés supérieures aussi. C'est ça qu'il faut introduire. Parce que le travail de sélection génétique, il ne faut pas qu'il ait été fait pour rien. Durant le 20e siècle, il y a eu de brillants sélectionneurs dans tous les domaines des végétaux là, à partir comestibles. Le seul désavantage que je vois à la ferme forestière, c'est d'être peu rentable les premières années. Mais au final, on va être beaucoup plus rentable que la ferme agricole parce qu'on n'a pas de coût d'intrants, puis on n'a pas de coût de mécanique, puis d'affaires de même. C'est très économique. Parce que toutes nos implantations sont à l'échelle humaine. On n'a pas des quantités faramineuses, puis on est en permaculture. Fait que si on n'a pas le temps de cueillir, ben la nature va s'en occuper. La faune va en profiter. Fait qu'on n'a pas à s'en faire avec ça. En agriculture industrielle ou biologique, là, en maraîcher, là, c'est assez stressant, moi, je trouve. C'est tough faire ça parce que il faut absolument récolter ce qu'on a semé. Si on ne le fait pas, ça se perd. Ça ne se reproduira pas tout seul. Ben non, c'est ça. Puis ça prend beaucoup d'entretien. Mettons, on fait du maraîcher, il faut enlever de la mauvaise herbe. Mais souvent, la mauvaise herbe est plus intéressante que la culture principale qu'on a. Moi, je me rappelle, j'ai visité une ferme, je ne vais pas dire son nom, là. Il est bien connu. Puis il faisait des salades. Il fait des salades, le gars, là. Mais sa mauvaise herbe était meilleure que sa salade. Ouais. Il y avait un Galin Soga incroyable. Puis il y avait son pourpier son pourpier était à se rouler par terre. Son chénopode. Son chénopode blanc. Son chénopode blanc, puis ça, les feuilles de ça. C'était sucré. Là. J'envoie mes saluts à Maud Hélène qui a sa ferme La Grenette. Récoltait également le pourpier dans son mesclun, justement, pour agrémenter son mesclun, donc son mélange de laitue. OK. Puis il était super bon, même que des fois, on en faisait carrément comme des petits sacs, si on veut, de micro-pousses. C'était délicieux. Oui. Puis, je sais pas si on commençait à mettre en valeur leur Galin Soga, leur pissenlit. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait du Rumex Petite Oseille. Oh mon Dieu, c'était écœurant. Parce qu'il y a des sections, il y a une terre un peu sablonneuse, un beau sable orange-brun. Là. Okay, il y en a des affaires qui poussent dans ce temps-là. Wow. Puis il y a plein de légumes racines nordiques qui sont absolument absents du marché. Genre panais sauvage. Le panais sauvage, du panais, mais du panais, il y en a plein le bord des routes. Là. Sauf que le problème, c'est qu'il pousse dans des terres dures puis il est dur à déterrer. Fait que ce qu'il faut, c'est les implanter dans les terres sablonneuses qu'on a et adorerait pousser. Mais par exemple, l'onagre bisannuelle, ça fait une super bonne racine. Ça, c'est une plante originaire d'Amérique du Nord. Oui. Et moi, j'en raffole de ça. Wow. Mais voyez-vous, c'est un légume nouveau. Quand les consommateurs vont manger pour la première fois, ils vont avoir un effet de grillonnement, là, de gréillement dans la gorge, parce que c'est riche en mucilage, puis ça répare les muqueuses très, très, très rapidement. Donc, la réparation de la muqueuse, on a l'impression qu'on a comme mangé du poil. Mais c'est une impression, moi, je trouve que je juge agréable. Parce que je sais qu'est-ce qui est en train de se passer. Oui, c'est ça. Le consommateur non averti, il va dire, on dirait que j'ai avalé du poil, puis il va essayer de tousser, puis ça. Il va comme refuser la réparation
que la plante est en train d'effectuer à sa muqueuse. Fait que ça, il faut que... Ouais, voyez. Fait que là, c'est des nouveaux légumes, c'est des nouveaux fruits. Ils ont des pouvoirs médicinaux, des pouvoirs nourriciers qui sont nouveaux, qui sont différents, qui se déclinent différemment. C'est des nouvelles sensations, des nouveaux goûts qui nous attendent. Puis ça, c'est les chefs français que j'ai connus, là, quand je leur fais découvrir ça, là, oh mon Dieu, ils tombent à la renverse. Parce que souvent, ils sont un peu blasés. Ils ont l'impression, avec la mondialisation en cours depuis 25 ans environ, ils ont l'impression d'avoir fait le tour de la question, d'avoir mangé tout ce qui peut exister sur Terre de comestible. Mais c'est complètement faux. Le continent nord-américain reste encore à découvrir presque dans son entièreté. Ah ben oui, hein. C'est ça qui est incroyable. Puis, tu sais, même, tantôt, je pensais à d'autres choses aussi, même les racines de bardane aussi. Ben oui. En fait, la racine de bardane, c'est un des légumes actuellement les plus mangés dans le monde. Par qui? Par les Chinois. Ah ouais. Ils ont de la misère à manger de la patate, eux autres. Ils mangent ça. Ah ouais. Puis les autres font pousser de la bardane dans des terres de kilomètres de long. Elle la cultive carrément. Ouais, mais là, cette bardane-là, elle n'a jamais la chance de se développer en boule piquante parce qu'il la récolte toujours avant. Fait que puis il laisse des plants en boule piquante, mais en bordure de terrain pour s'en servir comme plan semencier. Vous savez que c'est une semence qui peut se déposer sur la neige en mars, en semaille d'hiver. Ah ouais, puis ensuite au printemps. Mettons que c'est pas mal plus le fun de pouvoir semer en mars sur la neige que de tout se précipiter, là, la couette trempe là, en fin avril, début mai pour nos implantations. Ben oui, c'est sûr. Là. Puis, c'est tout en semi. Ouais. Fait que, vous voyez, c'est des merveilles comme ça qui nous attendent. J'ai un atelier de semoille d'hiver l'année passée. On a eu bien du fun, là. Puis là, on rentre, puis là, genre, profite de faire découvrir des boissons nordiques, là. Ah ouais. Puis on essaie toujours de joindre l'utile à l'agréable. Des visites terrain, des cueillettes, suivi de bouffe, puis de régalades, là, de boissons. Régalades, j'adore ça. Des régalades, des agapes, là, puis il y a des mots pour ça, là. Fait que pour que le monde comprenne c'est quoi, puis il goûte. Moi, je suis contre les cours académiques, uniquement académiques, là, avec du monde assis, passif, puis un mec qui parle en avant, puis qui montre des images. C'est très bien, mais il faut aller sur le terrain après. Tant que c'est possible. Tant que l'hiver, c'est pas toujours possible, je comprends. C'est ça. Mais en même temps, ça fait d'autant plus de sens, tu sais, des fois, pour animer la passion de quelqu'un, ou du moins avoir un intérêt qui est plus marqué ou ancré dans la réalité, tu sais, de pouvoir goûter, voir, sentir, toucher. Ah ouais, c'est ça, quand les sens sont impliqués. Il n'y a rien de mieux qu'un être humain, là, un groupe d'êtres humains, là, qu'on emmène sur le terrain, on fait de l'identification, on fait de la cueillette, puis on vient pour faire une bouffe. Là, l'apprentissage est indélébile dans les esprits. Tandis que si je me contente de montrer des belles photos, puis de faire des rapports. La rétention est faible là, dans ce cas-là. Là. Non. Moi, je suis vraiment un partisan là, d'action sur terrain. J'anime un nombre record. Je ne sais pas record, il faudrait voir les autres là, ce qu'ils font, mais un nombre très élevé d'excursions avec mon cercle des mycologues de la Naudière-Mauricie, dont je suis le président. On va sur le terrain, on cueille du champignon. Puis moi, je me fais une règle d'or à la fin de chacune des identifications là, sur la table de séparer devant tout le monde les bons comestibles des non comestibles, des mortels, évidemment. Mais les mortels, là, je me fais un devoir de faire circuler dans toutes les mains pour que les gens les dissèquent puis éprouvent au toucher ce que c'est que, par exemple, qu'une amanite vireuse au toucher. Là, c'est un toucher même spécial, c'est un toucher un peu gras, là. Puis ça ressemble à une tranche de bacon pas cuite quand on touche à ça, là. OK. Ouais. Tandis que la lépiote qui est un sosie quasi parfait, là. Si on n'a pas le droit de se tromper pas une fois, même pas une bouchée, hein, parce que c'est la mort assurée. La lépiote elle a un toucher lisse comme la surface de la table. Fait qu'il n'y a que par le sens du toucher, moi, je peux infailliblement différencier la manette vireuse de la lépiote lisse. Et je fais manger la lépiote lisse à tous ceux que je connais. C'est un champignon très, très, très répandu dans nos vergers, entre les arbres à noix. Ah ouais. Puis on essaie d'aller au maximum. Vraiment, là, j'ai rencontré d'autres formateurs, là. J'aime mieux pas montrer ce champignon-là. Non, je montre tout, moi, là. Je montre tout. Puis je suis un humaniste, je fais confiance aux gens. Vraiment, un être humain, c'est fascinant de voir comment on apprend vite. Quand on touche la ressource, on la sent, on la dissèque, puis c'est le comestible, on la mange ensemble. Puis les gens voient aussi comment je la cuisine. Moi, je fais des cuisines de base. Je suis pas un très bon cuisinier, mais je fais des bonnes cuisines de base. Je suis capable d'indiquer les principes de base qui vont présider à la révélation de la saveur dans le plat. Puis j'essaie de cuisiner le moins possible aussi pour que ce soit le plus facile possible. Par exemple, les amanites que je mange, moi, je mange 7 espèces d'amanites comestibles. Puis regardez, j'ai bon pied, bon oeil, là. Je peux 20 ans, je fais ça. Puis mais il faut pas se tromper pas une fois. Mais j'en fais cueillir par les gens. On arrive, je les fais couper avec le couteau, là, puis trier les parties bonnes, les parties moins fraîches, là. Tout ça, là. Fait que c'est toutes des impressions, là, qui s'impriment dans l'esprit, puis qui vont participer au renforcement des apprentissages. Pour avoir été coloc
d'un ami qui est allé suivre une formation chez toi. Dès qu'il est revenu, c'est quoi le premier truc qu'il a fait? On se faisait des bouffes en commun le midi, puis il est allé à la place, puis on est dans une ferme, là, on s'entend, puis à la place d'aller cueillir, récolter ce qu'on avait au champ de près, lui, il allait se promener dans les plates-bandes pour aller chercher les racines de la fleur de ça, pour nous faire une concoction un peu typique de ce qui a pu être dégusté chez vous. Là. C'était délicieux. Puis, c'était des nouveaux goûts, des nouvelles textures, mais ça a été vraiment intéressant comme découverte. J'en doute pas, n'importe qui peut passer par chez vous après ça va avoir le goût de... Comme au début de juin, nous, au Jardin des Noix, là, on a des sols fortement argileux, là, compactants, qui sont un peu rébarbatifs pour les jeunes systèmes racinaires des arbres anneaux qu'on vient de planter, là, qui ont de la misère à... Fait que là, moi, je mets de la chip de bois, du BRF, bois rémial fragmenté. Puis j'en mets des bonnes couches un peu partout. Là, je passe mes étés à ça. Puis là-dedans, au mois de juin, il y a un champignon qui pousse en colonie impressionnante, qui s'appelle Agrocib précoce. L'agrocib précoce. Ça, c'est un champignon qui goûte amer quand on le mange cru, qui est comestible, mais comme il est écrit, il est jugé comestible médiocre dans les livres de référence. OK. Sauf que dire avec des réactions possibles, ça veut dire Non, ça dit que comme ça dit qu'il y a mauvais goût. Tu manges, mais il y a mauvais goût. Mais ça, c'est une impression superficielle. En réalité, il est délicieux, même gastronomique, mais il faut le faire cuire à feu moyen doux prolongé pour qu'il développe ses goûts de noisette. Et un champignon sauvage qui pousse au Jardin des Noix et qui a un goût de noisette, mettons que ça t'allais pas laisser passer ça, là. C'est dadon en maudit. Fait que c'est ça. Puis ça, c'est un champignon que tout le monde devrait connaître, mais prendre le soin de le manger au moins légèrement cuit. Mais cru, c'est sûr, il goûte un peu amer. Un peu comme une noisette qui a une peau, là, ben épaisse, puis on le mange avec la peau, là, comme les avelines. Hein, on n'est pas capable de manger les avelines avec la peau, parce que c'est trop amer, ça. Fait que les avelines sont généralement blanchies, mais les noisettes d'Amérique, non. On les blanchit pas, on garde la peau, parce que la peau n'est pas amère. Fait que c'est la différence. Ben bon. Fait que, donc, la grossette précoce, il goûte ce que goûterait l'aveline, la grosse noisette de pays tropicaux méridionaux, avec la peau. Cru, mais cuit, là, il se met à goûter juste la noisette. C'est super bon. Wow. Puis il est très, très abondant dans la chip de bois de début juin. Puis vous voyez, ça, c'est des affaires là, qu'on est en train d'apprendre au Québec. C'est des valorisations de comestibles qui vont apparaître spontanément en jonction avec nos pratiques. Super intéressant. Puis, justement, mettons, parlons-en un peu des pratiques. Moi, j'aurais aimé ça un peu voir avec toi, dans le fond, d'où ces pratiques-là un peu sont nées, mettons, quand on parle de fermes forestières, d'où ça tire leur origine, on pourrait dire. Est-ce que c'est des trucs qui ont été inspirés de cette permaculture, d'agroforesterie? Comment ça... C'est un mélange de tout ça. Il y a un peu d'agroforesterie, mais pas beaucoup. D'ailleurs, moi, quand je vais à l'Université de Laval, puis je rencontre les gens qui étudient en agroforesterie, Tu leur fais un petit reality check en bon français? Non, ben je les pince un peu. Parce que je trouve que c'est des concepts, les 6 concepts majeurs d'agroforesterie qui sont énoncés, là, puis discutés, ils sont un peu trop conceptuels puis intellectuels pour moi. Ça prend des systèmes mixtes, composites, qui sont ad hoc, c'est-à-dire site après site, terrain après terrain. Puis il faut pas trop être attentif aux zones de rusticité non plus. Tu sais, la zone de rusticité puis le pH, puis tout ça. Puis là, ils font du carottage de sol à des profondeurs inimaginables. Bon, puis ils disent des affaires là-bas qui n'ont pas d'application au Québec nulle part. Fait que qui sont comme basés sur d'autres. Ils sont pas basés sur l'observation sur le terrain, puis sur les essais prudents de première génération, mais ils sont basés sur de l'imagination, dans le fond. Mais c'est très bien l'imagination, là. J'en tiens une couche là-dessus. Mais c'est ça. Puis quand on va, mettons, à des congrès qu'ils organisent, des journées, tout ça, là, il y a un gros problème. C'est que, mettons, une fois, ils font un congrès d'agroforesterie, puis pendant toute la journée, ils parlent juste des haies brise-vent. Là, à un moment donné, à la fin de la journée, je me rappelle, j'ai pété ma coche. Puis j'ai dit, là, vous allez arrêter de faire des congrès là-dessus, c'est ridicule. C'est la préhistoire des forestières, ça, là. Puis là, ils commençaient à penser à rajouter des plantes à partie comestible dans les haies brise-vent. Là, moi, on était loin quand même. Non, il fallait partir de là, pas. C'est pas innovateur. Je connais des ingénieurs forestiers là, qui ont mis au point des haies brise-vent puis ont rajouté du comestible dedans. Mais c'était pour créer des corridors aviaires. C'était pour les oiseaux, parce qu'ils pensaient pas que ça se mangeait pour les humains, ça. Ils pensaient que ça se mangeait juste par les oiseaux.
comme ils ont mis du sureau. Ils pensaient pas que ça se mangeait, ça. Ah, ben oui, ouais. Là, à ce temps, il y a plein de sureau, puis des aronia, et pas trop. Ils pensaient pas que ça se mangeait. Imaginez-vous leur inculture en tant que Nord-Américain à propos de la bouffe qui nous entoure, le sureau du Canada, le sureau rouge. Il y a des livres de référence qui disent que le sureau rouge, ça se mange pas. C'est ça. Moi, j'ai goûté à ça cet été. En plus, c'est comme le petit fruit rouge qui goûte un peu, quasiment comme le café, je trouve. Il faut le manger transformé, c'est sûr, cru, c'est pas intéressant. D'ailleurs, ainsi en va-t-il pour presque tous les petits fruits nordiques. Ah ouais, c'est ça. Il faut les ils sont pas à manger en gourmandise, non, ils sont pas à manger cru. C'était drôle parce que moi, je voyais des ouvrages qui disaient que justement, tu pouvais les transformer, c'était correct. D'autres qui disaient non, c'est toxique, faut pas en manger. Puis là, nous, on en avait dans notre cours, puis tout ça, j'étais comme, ben là, j'avais comme plus vers qui me tourner. Moi, si je vous dis ça se mange, yes. OK? Let's go. On va pouvoir faire des confitures cet été. On fait plutôt des gelées avec ça. Des gelées, OK. Parce que c'est vrai qu'il y a des petits noyaux là-dedans, il ne faudrait pas trop en manger. Il ne faudrait pas en manger 70 000 en moins de 18 heures. OK. Parce que là, ça va être poison. Fait qu'on va garder ce chiffre-là. C'est une toxicité bien théorique, vous voyez. Puis qui a envie de manger les petits noyaux de ça? Moi, franchement, je fais mijoter ça, puis je file, puis je fais de la gelée. Là. On fait ça avec le pain binois aussi. On fait surtout de la gelée. On ne fait pas de confiture avec le pain binois tant que ça. Les aronies, il y a des petits noyaux dedans. Ça peut faire des confitures, mais des confitures croquantes, on va dire ça. Ouais. Mais c'est fou. Au Québec, par exemple, il y a un petit fruit sauvage qui est très abondant, puis ignoré de tous, c'est les adrets. Okay. On dit quand le bleuet arrête, les adrets commencent. C'est comme un bleuet, mais botaniquement, c'est très, très différent. Mais ça ressemble à un bleuet. Pour son malheur ou son bonheur, il a fait des dizaines d'années que les cœurs de bleuet en cueillent, sans le savoir. Ah ouais, il en chaud bleuet. Il appelle ça du bleuet d'automne. Puis ça ressemble à un bleuet, sauf que c'est au lieu d'être bleu givré, c'est noir puis côté de blanc, avec une couronne de 10 graines à l'intérieur. Fait que c'est croquant, mais ça goûte l'amande, la pomme verte, la banane, en même temps qu'un petit peu de bleuet. Les Américains appellent ça des huckleberries. Puis j'ai découvert il y a quelques années à peine des millions de plants autour de la tourbière Red Mill là, à Champlain, passé Trois-Rivières. Là. Ah ouais. Puis qui font du fruit. Là. Fait que là, moi, c'est sûr que je vais m'en cueillir 2-3 kilos cet automne. Là. Prendre une journée complète, là, je vais me cueillir mes 2-3 kilos. Faire un atelier de confiture. Ah ben oui. Quand on fait une confiture avec ça, ça sent la fleur de violette dans la maison. Puis la confiture de ça n'existe pas nulle part sur le marché. Une confiture qui respecte le fruit intrinsèquement là, dans son génie propre, parce qu'aux États-Unis, ils font de la confiture de huckleberry. Huckleberry, c'est le nom américain des adrets, ou les fruits de Gay-Lussacia baccata. Gay-Lussacia, on appelle ça des Gay-Lussacia. Gay-Lussaciae à fruits baxiformes. Ah ouais. Ça, c'est le nom de la plante. C'est une plante est nommée en l'honneur du chimiste Gay-Lussac, qui était actif dans la première moitié du 19e siècle. Mais lui, c'est drôle qu'un végétal porte le nom d'un chimiste, d'un champion de la chimie française, mais lui, il faisait naître beaucoup de vocations scientifiques parmi ses élèves, puis il y a eu beaucoup de types qui sont devenus botanistes en sortant de ces classes. Puis ils ont découvert ce genre-là de plantes distinctes des vacciniums, les Gay-Lussacia. Vaccinum étant les bleuets. Gay-Lussacia étant les adrets. Ils l'ont nommé en l'honneur de Gay-Lussac. Qui était leur professeur. Un homme épatant. Sur son lit de mort, ses dernières paroles ont été les suivantes. « C'est dommage de s'en aller maintenant. Ça commence à être intéressant. » Ah ouais, wow! Donc, c'est un homme gourmand de la vie, puis gourmand de la connaissance scientifique, puis tout ça. Fait que c'était intéressant. Fait qu'on appelle ça Gay-Lussacia ou adret. Puis aux États-Unis, quand ils font des confitures de ça, ils ont un peu honte de ce fruit-là. Tu sais, huckleberry, ça vous dit quelque chose, ce mot-là, hein? Huckleberry Finn, le roman de Mark Twain, le roman fondateur de la littérature américaine. Huckleberry Finn, dans le premier roman, là, le roman de Tom Sawyer, lui, il est compagnon de Tom Sawyer, il est pauvre, puis à la fin, il devient riche parce qu'il découvre le trésor de Jim l'Indien. Là. Puis là, au début de Huckleberry Finn s'ennuie, parce qu'il est riche, puis là, il décide de s'enfuir parce qu'il est habitué de vivre nu-pied, puis c'est une histoire. Puis à cause que c'est pas Jim l'Indien, c'est Jim, le nom du noir là, esclave là, qui délivre. Bref, je l'ai pas lu, par exemple. Mais Huckleberry, Mark Twain l'a appelé comme ça parce que les Huckleberry, c'est les bleuets du pauvre, ça. Ah ouais. Fait que Huckleberry Finn est tellement pauvre qu'il est obligé de manger des Huckleberries au lieu de manger du bleuet. Le bleuet est pour les riches, puis les myrtilles, puis les autres petites baies. Fait que, puis aux États-Unis, ce fruit-là, qui est si abondant dans le nord d'Amérique, c'est si bon, là, dans les Rocheuses, puis en Colombie-Britannique, ils en cueillent. Ils en ont un peu honte en tant que tel. Ils trouvent un peu trop croquant, puis ils trouvent qu'ils ne coûtent pas assez le bleuet.
Et ils ont un complexe par rapport au bleuet. Ils aimeraient ça que ça goûte aussi fort que le bleuet. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils font cuire, ils filtrent les graines qui donneraient la valeur d'amande, de pommes vertes puis de bananes, puis ils rajoutent du jus de raisin bleu puis du bleuet dedans. Fait que quand je me fais venir des pots là, de confiture de Huckleberry là, par avion, ça coûte cher là, pour mes classes, là, ben là, ça goûte quasiment pas la Huckleberry, parce que moi, quand je me fais la confiture de ça goûte complètement différent. Ça ressemble à une confiture de figue, puis ça goûte la fleur de violette. Ah, ça a capoté. Wow. Fait que ça, c'est des affaires, voyez-vous, qu'on en a plein au Québec, mais on s'en est jamais occupé. Là, on commence à introduire en plus des nouvelles ressources, là, comme les assimilés trilobés. Le pare-pare, on a bien du fun avec ça, le meilleur fruit au monde. C'est comme une grosse mangue, cette affaire-là. Puis des fois, c'est petit, mais des fois, c'est gros. Puis on commence à remettre de l'avant les pommes sauvages aussi. On est toute une gang. On les envoie dans des cidres de nouvelle génération. Ouais, dont on en a une, on la salue aux éboulements, là, la cidrerie des Travaux et des Jours, qui, eux, font, dans le fond, de la cueillette de pommes sauvages, entre autres, pour faire leur cidre. Ils ont vraiment un cidre qui est comme purement de pommes sauvages. Puis là, ils font, en tout cas, ils parcourent tout le territoire pour essayer de trouver des variétés de pommes intéressantes à transformer. Vraiment intéressant. Si jamais tu as la chance d'y goûter. Ben, certainement. Moi, j'ai découvert Baie-Saint-Pomme quand j'étais là. Oui, Baie-Saint-Pomme, ben oui, avec Nicolas. Nicolas, super. Ouais. Beaucoup issu de la cueillette sauvage aussi. C'est ça, des vieux pommiers de nos ancêtres. Puis là, on le chope, puis il repousse, puis il redonne de la pomme différente. La pomme, elle change tout le temps. Elle a une extrême capacité à varier biologiquement. Là. Fait que toujours des belles surprises. Il y a des pommes pas mangeables, mais qui vont se révéler délicieuses en cidre ou en confiture ou en gelée. Chaque pomme a un destin. Puis comme, je veux dire, là, je compare, mais tu sais, des raisins des raisins de vin à manger comme ça, en gourmandise, comme tu le disais, il y en a plusieurs qui ça va pas nous rester dans la bouche, là, ça sera pas bon, tu sais. Une fois transformé, par exemple, là, tu peux faire des petits miracles. D'ailleurs, le raisin des rivages, ils ont Vitis riparia, notre raisin là, sauvage là, du Québec, qui a sauvé le raisin dans le monde entier, le raisin vignoble dans le monde entier, vous saviez ça? Ah ouais, non? Qui ont utilisé pour hybrider. Toutes les Cabernet Sauvignon, ces affaires-là, Merlot, c'est tout greffé sur Vitis riparia. Ah ouais. À cause que Vitis riparia est résistant à... je l'ai pas en tête. Pas le mildiou, mais un insecte là, qui apporte le phylloxéra. Le phylloxéra. Puis là, le vin a failli disparaître de la surface de la Terre, puis c'est nous, les Québécois, qui l'avons sauvé. En envoyant en Europe des plants de vin des rivages. De raisin des rivages, excusez-moi. Mais le raisin des rivages, en tant que tel, je ne suggère pas aux gens, sauf j'ai eu une élève qui réussit à en tirer un vin écœurant en chaque année. Mais c'est un raisin sorcier, ça. Vous savez, c'est un raisin qui va se moquer de vous si vous essayez de faire du vin avec ça. La première fois que vous allez essayer à grosse botche sale, n'importe comment, là, vous allez faire un nectar des dieux. Là, vous allez être encouragé, vous allez faire goûter à tous vos amis, vous en aurez fait seulement 6 bouteilles, elles vont se boire au goulot, puis vous serez vite en panne. Fait que là, vous allez vous promettre d'en refaire une plus grosse cuvée l'année suivante. Puis cette cuvette-là, sans que vous puissiez comprendre pourquoi, vous allez la rater tout le temps. Puis là, vous allez faire des recherches, vous allez essayer d'améliorer vos processus pour la 3e année le réussir. Mais la première année, vous l'aviez réussi, vous l'avez fait à la botche. La 2e année, vous l'avez fait avec plus de savoir-faire, plus de soins, meilleur équipement, vous le ratez. Puis la 3e année, vous allez le rater encore plus horriblement, ça va être infect, impossible à boire. C'est un raisin sorcier, ça, ce qui est du vin, qui se moque de... Il vous envoûte au départ, mais qui vous maudit, vous gémonie les années suivantes. Par contre, en transformation alimentaire, là, est absolument divin. Si vous voulez goûter au raisin cuisiné tel que vous allez le découvrir au paradis, là, après votre mort, c'est avec le raisin sauvage du Québec que vous allez le faire. Les coulis, les jus, ces affaires-là. La richesse aromatique de ça est absolument inégalable. Fait que dans le monde, on a des raisins qui sont trop sucrés. C'est vrai, on dit qu'un grain de raisin, là, c'est un sac de sucre. Ils sont tous trop sucrés, fait qu'on les mange en gourmandise, mais on serait incapable de les transformer en cuisine ou en faire quoi que ce soit. Mais ils ne goûteraient rien, dans le fond. Puis on a à l'autre opposé du spectre les raisins pas mangeables, les raisins de vignoble pour faire le vin. Vous déjà goûté un merlot? Un raisin de... ça rentre au point. C'est pas mangeable. C'est comme trop poivré, puis ça. Fait que ça, c'est fait pour le vin. Mais au milieu, il y a ce drôle de raisin-là qu'on a, nous autres, au Québec, à l'État sauvage, qui peut se manger, mais qui est un peu âpre, qui peut se transformer en vin, mais juste la première fois, mais qui est destiné à la transformation en produits alimentaires. Wow. Puis, juste par curiosité, c'est dans quel
régions, mettons, qu'on peut en retrouver de manière plus typique? On en trouve beaucoup ici sur l'île de Montréal, dans les anciennes terres de l'île de Montréal, mais à Laval, un petit peu sur la rive nord, beaucoup sur la rive sud, au bord du fleuve. On appelle raisin des rivages. Là, mais ça pousse dans les... on parlait des falaises, là, ben, c'est ça que ça pousse dans les falaises. C'est ça qu'on ferait pousser dans les falaises. Hein. OK. On ferait pousser aussi du Similac herbacé. Mettons, si on pouvait faire tout ce que... Si j'avais 1000 vies, je pouvais faire tout ce que je voulais. Là. Ouais. Je ferais pousser du raisin de couleuvre, moi. OK. Puis les jeunes pousses de ça se mangent en légumes, puis le fruit de ça, il se mange en macération. Un peu comme on fait avec le génivrier. C'est un... Ah ouais. Ouais. Puis il y a des fruits comme ça, comme l'Areli ispide, qui sont vraiment meilleurs en macération, sont vraiment meilleurs en transformation alimentaire, puis en fabrication d'alcool liquoreux aussi. Ah ouais. Là, tu dis Arali insipide, pas l'Arali à grappe. Areli ispide. Okay. L'Areli à grappe, ça, c'est ça qui m'a fait développer. Mon choc, qui m'a fait découvrir les comestibles sauvages nordiques, c'est la première fois que j'ai mangé de la chasse pareille, alias Arali à grappe. OK, c'est ça. Le fruit de ça, absolument divin. Ben oui, qu'on met chez nous aussi. Ça m'a pris 10 ans avant de pouvoir faire l'identification de ce fruit-là, parce qu'à l'époque, il n'y en était pas question aucun livre de référence, sauf un, mais il était très mal représenté. Puis ça m'a pris 10 ans de dire, c'était ça. Je m'en rappelle même une fois, j'avais un cours avec une ingénieure forestière qui se spécialisait dans les comestibles sauvages nordiques, là, mais elle en connaissait juste 4-5. Puis elle les connaissait très, très, très bien. Là. Puis je ne vais pas la nommer, parce qu'une fois, je l'ai déjà nommée dans un podcast, puis elle a écouté le podcast, puis elle était en tabarnak. Elle a dit, c'est pas vrai, hein, mais oui, je m'en rappelle très, très bien. Là. Elle connaissait pas ce fruit-là. J'ai décrit ce fruit-là. Peux-tu me dire c'est quoi? J'ai décrit avec un grand luxe de détails. Là, elle m'écoute. Je m'excuse, là, mais j'ai aucune idée de quel fruit tu parles. Puis puis ça m'avait pris 2-3 ans avant à cette heure, ce fruit-là, ben, tout le monde le connaît. C'est l'Arali à grappe. Ben, tout le monde le connaît. Tout le monde qui a une érablière puis qui s'intéresse un peu comme c'est sauvage nordique, ça pousse dans les érablières, ça. En complément avec les vieux érables, là, au bord des sentiers, ça fait des grappes de fruits rouges qui goûtent de la road beer. Ouais. C'est le fruit qui est à l'origine, un des fruits qui est à l'origine de la road beer. La road beer, il prenait toutes les plantes, les parties de la plante, les fruits quand il y en avait, les tiges, les feuilles, les racines, il foutait ça dans des barriques avec de l'eau, ben il avait ça un peu, là. Et puis il laissait macérer avec un petit peu de mélasse, là. Puis là, ça puis, il rajoutait de la... il y en a quand... C'est une boisson d'Américains, ça, là. Fait qu'il rajoutait du sassafras occidental, de la cannelle, de la muscade ou du clou de girofle, je me rappelle-tu, c'était un méchant mélange, là. Ouais. Mais bon. Mais quand on goûte le fruit, là, tout le monde... Parce que quand j'ai fait des excursions chez nous, là, puis on entre dans la forêt, je l'ai planté. Le monde goûtait ça, il dit, ça me fait penser à quelque chose, mais à quoi? La route B. Ben oui, c'est ça, exact. Je me retiens de leur, incroyable, ça. je me retiens de leur dire trop vite. Puis dans les érablières, là, on commence à maîtriser les implantations d'ail des bois. On sait que la plante est loin d'être vulnérable à la cueillette. C'est une plante, au contraire, qui a besoin d'être jardinée, imaginez-vous donc. Ah ouais. Moins on la jardine, ben, plus elle stagne, elle s'étiole, puis elle finit par s'en aller. Ah ouais. Il faut l'accueillir d'une certaine façon. Il faut replanter là, ce qu'on appelle le rhizomorphe, là, avec le doigt en poussant à profondeur de 2 phalanges là, dans la terre remuée. Puis là, ça pousse, puis ça se redédouble dès l'année suivante. Ah ouais. Oh, c'était incroyable, la rapidité. C'est un peu comme les légumes de jardin. Hein. Si on les laissait tous tomber, là, puis la nature reprenait ses droits entièrement, ils disparaîtraient. Ben oui, la plupart d'entre eux seraient capables de se reproduire. C'est un peu ça. C'est des plantes de forêt nourricière d'Amérindiens de jadis qui étaient valorisées de main d'homme, de main de femme, saison après saison. La pomme de mai, c'est un autre cas. C'est pas une pomme du tout. C'est le fruit du podophile pelleté. Délicieux fruit, fait penser à la goyave, là, sucré, là, des valeurs d'agrumes. Puis ça, le podophile pelleté, c'est une plante qui est en voie de disparition au Québec officiellement là, dans les livres. Oui. Mais dans la réalité, c'est parce que personne la transplante printemps après printemps. Mais c'est ça qu'il faut faire. Puis là, c'est Bernard Contry qui m'a montré ça. Sa pépinière à la feuillée, il dit, viens t'en prendre, je suis rendu embarrassé. Parce que lui, à chaque printemps, il éclaircit les plants, puis il les repique en leur redonnant de l'espace dans une terre fraîchement remuée. Il adore ça. Il développe des rhizomes, puis partant. Wow. Puis c'est une plante qui va donner du fruit seulement l'année où elle est transplantée ou bousculée. Si elle est laissée à elle-même, là, elle vivote, elle a pas assez d'énergie, puis elle ne veut pas aller en production de fruits. Elle tombe dans l'oubli. Il faut la stresser un peu. Podophile pelleté, qui donne le fruit qu'on appelle pomme de mai, Mayapple jam. Si vous allez aux États-Unis, les gars, là, puis vous allez dans des marchés fermiers, là, vous voyez des pots de Mayapple jam, pomme de mai. Ouais. C'est ça. Faut l'acheter. Puis les hackberry jam, là, ça, c'est les confitures de mycocoule. Ah, mycocoule. Ils font ça au Texas, eux autres. Ouais. OK, ouais, c'est ça. À la différence du Hapberry aussi, Hapberry qui est là, la mélange. Oui, c'est ça. Là, c'est Juneberry, mais il y a l'autre, là, comment ça s'appelle donc? En tout cas, ça va me revenir. Là, okay.
Moi, je serais curieux de juste revenir aussi parce que, tu sais, tu en as parlé un petit peu, mais, tu sais, là, on parle de justement, tu sais, un peu réassimiler cette espèce de savoir-là ancestral, tu sais, de trouver autant des variétés de racines, d'arbustes, tout ça. Mais est-ce que dans le fond, c'était-tu quelque chose qui se faisait quand même avant? Oui. Il se faisait, il y en avait plein avant. Puis nous, regarde, je vais donner un exemple. À Bécancour, il y a du carré-ovale dans les bois là, qui sont là. Puis des énormes carré-ovales. Ils ont des siècles. Puis c'est clairement le legs des Abénakis, ça. Les Abénakis qui habitaient ce terrain-là, qui ont encore le village de Wallinac-Dodanac. Ben, moi, je suis sûr qu'à Adalum-Kamek, juste à côté de Dodanac, dans la forêt, je suis sûr qu'il y a du carré-ovale. Je n'ai pas pu y aller encore, j'ai pas eu le temps, là, mais j'ai été proche de Wallinac, puis autour du lac Saint-Paul, là, dans la réserve Villon-Provencher, puis il y a du carré-ovale. Bon, là, pour vous situer, c'est un arbre à noix, ça, qui fait une noix absolument délicieuse, mais il est à Bécancour, rendu à Bécancour, je vous assure, il est très, très loin au nord de son aire de répartition naturelle. C'était normal, sa présence là. Mais c'est pas anormal, il a tout été implanté de main d'homme il y a des siècles, puis pendant des siècles. Mais là, c'était des bonnes terres agricoles. Fait que nous autres, on est arrivés là, puis on a tout scrappé ça, puis on a fait des champs, à Bécancour, des champs. Puis là, il y a le quartier industriel, évidemment. Là. Mais dans les bois qui restent, là, auxquels on n'a pas pu toucher, parce que c'était à Odanac, là. Puis à Wallinac, pas loin, là, il restait autour du lac Saint-Paul, du lac Saint-Léon, Saint-Paul de la réserve Léon-Provencher. On peut pas bûcher le bois jusqu'au bord du lac. Hein. Fait qu'il restait une bande riveraine. Là, c'est plein de carré-ovales. Fait que ça, c'est... Donc, vous voyez, c'est des ressources qui ont été implantées, puis c'est des pratiques qui étaient faites avant par les Premières Nations dans ce qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus les forêts nourricières. Les forêts nourricières des Amérindiens. Là. Je sais bien que Wayne Roland, il y a le concept de forêt nourricière qui consiste dans ses implantations à lui là, sur une tabula rasa, là, sur une pelouse. Là. Puis là, ben, c'est une constitution savante de différents végétaux qui s'entraident avec... Il y en a qui sont des accumulateurs biodynamiques, il y en a qui sont des écrans olfactifs, tout ça. Là. Mais moi, je parle vraiment des forêts telles que des Premières Nations, comme ils étaient avant. C'est des forêts avec beaucoup plus de présence d'arbres à noix, puis d'arbres fruitiers, puis d'arbustes fruitiers. Puis les autres, ben, ils mettaient le feu aux forêts avec des contre-feux pour limiter l'expansion du feu avant de partir en automne. Fait que le feu ne peut pas s'étendre même, il y a des pluies en automne. Puis ils revenaient 2 ans plus tard, puis dans le sol alcalinisé par les cendres, ils pouvaient replanter des trucs étonnants comme des arbres à noix. Wow. Fait que donc, ils n'ont pas laissé de cathédrale, ces peuples disparus là, presque disparus, mais ils nous ont laissé des vestiges de fermes forestières, de forêts nourricières. Là, le concept de ferme forestière, je le mets de l'avant maintenant. C'est la troisième acception du terme. Ouais. Troisième acception du terme. Ferme forestière. La première acception du terme étant celle du grand héros folklorique du Québec, Joe Montferrand, au 19e siècle. C'est ça qu'il fondait, lui. Des fermes forestières le long des rivières Lièvre et Rouge pour servir pour servir de lieu de production de nourriture au camp de bûcherons. Mais souvent, c'était des immenses fermes là, de plusieurs centaines d'hectares défrichés. Là. Puis ça nourrissait 2000, 3000 gars. Là. Puis c'est vous dire que des gars qui bûchent l'hiver. Là, ça mange en salle. Hein? Ça mange en salle. C'est clair. Fait qu'il y avait de tout. Puis là, mettons, si vous êtes en Outaouais, puis vous remontez vers Mont-Tremblant, là, mais là, le long de la rivière Rouge, puis la rivière, ces 2 axes, là, la Lièvre puis la Rouge, là, vous allez voir, c'est des rivières qui sont splendides, là, qui sont larges, canotables, qui montaient la drave, mais il y a des méandres de terre, des langues de terre planes, ici et là, de chaque bord. C'était de merveilleuses terres alluviales, très, très riches, qui s'étendaient sur des dizaines d'hectares souvent. Ça a tout été défriché. Il y en a beaucoup qui retombent en friche, ils ont été remis en plantation de conifères. Mais c'est là qu'il y a Kamika, Ferme Rouge, Wabassi. Ça, c'est les fermes forestières de Joe Montferrand. Puis après ça, en montant vers le nord, encore plus vers le nord, il y a eu d'autres fermes forestières qui sont c'était des fermes agricoles intensives, là, parachutées en milieu forestier. Première acception du terme. La deuxième acception du terme ferme forestière, c'est celle de Léonard Otis, qui est décédé récemment, qui a écrit un ouvrage au début des années 2000, Une forêt pour vivre. Puis là, une ferme forestière, pour lui, c'est une unité de production de matières ligneuses raisonnée, coupe de bois raisonnée, plus halieutique, synégétique, c'est-à-dire pêche, chasse, dans l'autre ordre. Halieutique, c'est pêche. Synégétique, c'est chasse. Cueillette de petits fruits, acériculture.
Wow. Que Monsieur Otis, c'est un grand héros. Il a empêché l'utilisation de régions entières, au Témiscouata, puis dans le JAL, là, c'est ça, vous allez voir ça, le JAL. Le JAL. Ça, c'est le premier gouvernement Bourassa, dans les années 70. La fonction publique québécoise était peuplée de jeunes gens à cravate très, très dynamiques et ambitieux qui voulaient rationaliser le Québec. Là. Je les revois avec les lunettes carrées qu'il y avait, les gars. Là, ils voulaient fermer des régions entières parce que c'est pas rentable. Ah ouais, non, on ferme ça. Tout le monde concentré à Montréal, Québec, puis peut-être Trois-Rivières, puis Sherbrooke, là, pas plus que ça, tu sais. Wow. Fait que là, c'était quasiment... Là, le monde a résisté, puis ils disent, non, vous n'allez pas nous enlever du site. Puis des fois, tu sais, ça a commencé avec la création du parc de Forillon, d'ailleurs. Puis à Mirabel, l'aéroport de Mirabel aussi. Dans ce temps-là, les gouvernements étaient beaucoup plus autoritaires qu'aujourd'hui. Mais c'était les mêmes démocraties, la même constitution, toute, là. Ouais. Mais ils étaient beaucoup plus autoritaires. Ils voulaient faire passer des autoroutes-là, ils sacraient tout le monde dehors. C'est comme ça qu'il y a une autoroute qui passe au bord du fleuve. Oui, c'est ça. Fait que les autres, puis Léonard Otis, lui, il a fait valoir la notion de ferme forestière, puis il a empêché que ce vide, c'est le Témiscouata, puis la région de le JAL, qui est un petit peu plus haut que le Témiscouata, mais proche du Témiscouata, là. Okay. Puis sa région à lui, qui est rendue proche du Bic, là. C'est autour de Saint-Damas. Puis il a constitué une ferme forestière qui est un modèle, puis il y a des fermes forestières qui est comme Ouazimiska, puis la Winchester, puis tout ça. Chasse, pêche, petits fruits. Acériculture, puis coupe raisonnée de bois. La troisième exception, c'est la mienne. Ben, la mienne, c'est dans l'air du temps. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais je sais pas qui l'a inventé. C'est pas moi, mais c'est pas moi. Ça m'étonnerait que j'invente rien, là, quand même. Mais c'est ça, j'ai fait une synthèse, puis j'appelle ça ferme forestière. Ben, c'est l'unité de production de nourriture en permaculture multistrate. Fait qu'on plante une fois, on récolte pour toujours, puis on en plante pour qu'on en aille à toutes les hauteurs. Ouais, tout simple pour bénéficier à différents... Tous les volets du soleil, puis pas perdre aucune source de... On veut des affaires en dessous de la terre, on veut des affaires qui couvrent le sol, on veut par exemple des mycéliums de champignons, puis c'est un champignon sauvage, là, en culture, là, en permaculture, c'est bien facile à faire, en fond. Mais il faut le mettre à la bonne place, dans le bon habitat, avec l'adjonction de l'arbre compagnon, là, de l'espèce compagne, plus des lignes de tension dans le sol. Ça prend, par exemple, il y a des champignons qui vont adorer pousser avec les gros chênes, mais si vous avez juste des gros chênes, vous n'aurez quasiment pas de champignons qui vont accueillir, parce que vous allez avoir des mycéliums trop heureux dans le sol. La mycorrhizie, tant qu'ils veulent, avec les systèmes racinaires, prospèrent des gros arbres. Ça vous prend des implantations artificielles de petits sapins, de rien, de petites puches, de petits pins blancs, dans des clairières ou de n'importe quoi. Puis là, vous allez avoir des systèmes racinaires qui sont pas ceux des chênes, qui sont dans le sol. Là, les mycéliums, ils arrivent, ils rencontrent ça, puis oh, c'est pas notre ami, ça. Fait que les gars, ils font des chapeaux hors terre, des carpophores charnus, pour essayer de passer par-dessus l'obstacle par voie aérienne. C'est pour ça que dans si vous prenez une plantation de pin rouge, par exemple, qui est entourée de champs, là, puis vous y allez au début novembre pour des tricolombes prétentieux, là, des sorites, là, ben, vous n'allez pas les trouver au cœur tant que ça de la plantation de pin rouge, mais dans les pourtours. Puis les fameuses coulmets, les lépiotes des guenilliers, même affaire. Ça pousse dans le bord de la forêt. Puis, ça n'aime pas la terre agricole qui est à côté. Fait que ça fait des chapeaux pour que les spores vont être par-dessus la terre agricole puis aller conquérir la forêt qui est de l'autre bord. Wow. Puis le mycélium, là, il a essayé de s'étendre puis de se joindre en adjonction avec les plantes pionnières annuelles, parce que la coumelle adore faire ça. Mais là, le herbage puis le rotocultage passe. Fait que tous ces mycéliums-là qui sont avancés dans la terre riche du champ se font tous hacher menus. La partie du mycélium vivante qui était dans la forêt souffre. Puis là, ben, la partie qui souffre, elle produit des chapeaux. Fait que donc, c'est ça. Vous voyez, quand on connaît l'écologie de ces ressources-là, c'est assez facile de remplir notre panier de coulmelles à chaque automne. Il s'agit d'aller les chercher là où elles se trouvent, là où elles ont une ligne de tension dans le sol, puis elles ont envie de pousser. Donc, oui, c'est des notions de base comme ça qu'on enseigne en visite terrain, en pointant le doigt, puis la preuve est là. Ça fait que je dis, regardez là-bas, là, on devrait trouver tel champignon. On y va en ce temps-ci, telle saison. Puis on y va, paf, on en trouve, puis j'ai jamais été là de ma vie, tu sais. Ah ouais. Tu vois, je trouve que, en tout cas, ça donne le goût, justement, de venir à ta formation. Là, on en parle, on dirait que ça fait juste nous mettre l'eau à la bouche dans tous les sens du terme. Il y a aussi qui ont été nommés, qui, moi, me disent absolument rien, mais de ta description, qui ont l'air super intéressantes. Donc, j'imagine
j'imagine que d'aller faire une bonne journée avec toi, puis de pouvoir justement, comme tu disais, aller voir les cueillir, les toucher, les goûter, les sentir. Oui, mais en région, ben, faudrait pas que tout le Québec se précipite sur moi, je serais étouffé, mais en région, il y a d'autres super bons formateurs, là, actuellement. Isabelle Simard qui vient de sortir son livre. Isabelle Simard qui est au BIC, OK. Est super bonne. Il y a Benoît Cormier dans les Laurentides, qui est actif, qui est sur Facebook, qui poste tous les jours. Lui, il fait il fait des ateliers de génie, puis souvent, il n'y a pas d'inscription à ces ateliers. T'sais. Ah oui. Lui, il est spécialisé dans la fabrication de sirops incroyables. Il va chercher des saveurs là, avec des noix. Il mélange des noix, des conifères puis des petits fruits. Là. Wow. Puis il y en a qui font des farines d'arbres. C'est ça. Là, c'est tout en train de naître en même temps. C'est un renouveau. On est à l'aube de ce renouveau-là. Là, il y a M. Gérald Legal, qui était un très bon formateur, qui est décédé il y a 2 semaines. Ah oui, il a fait un bel hommage, justement. Oui, j'ai fait un bel hommage. J'ai pas pu aller là, parce que ce journée-là, j'avais un gros atelier de confiture, plein de monde, et que je peux pas embarrer le monde. Mais Stéphane Lamana, qui est un super bon fermier forestier, lui, il est à Grande-Pile. Maintenant, le gars, il a travaillé fort. C'est comme le parc olympique, chez Puis il y a plein de monde comme ça là, qui partent partout au Québec, des fermes forestières, c'est-à-dire le monde a une terre, il ne sait pas quoi faire avec ça. Il est un peu boisé, il est un peu défriché, tout ça. Puis il ne peut pas faire de l'agriculture, puis il ne peut pas rentrer UPA, là. Parce que c'est pas un sol arabe homogène, grande dimension. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils payent des taxes, puis c'est tout. C'est ça, tant qu'à ça, ils vont pouvoir dégager le potentiel. Oui. Fait que là, ils font... puis aussi, en permaculture, ce qui est fascinant, c'est qu'on n'a pas besoin de planter chaque plant qu'on va avoir. On va en planter 2 ou 3, puis on en aura 300. Ils vont se débrouiller pour prendre la place. Ouais. Puis il y a des plantes aussi qui sont jugées envahissantes, mais qui sont à partie comestible, comme la lierre officinale, qui est géniale. Je ne suggérerais pas des implantations de la lierre officinale, par exemple, parce que ça tue les mycorhizes dans le sol, puis c'est capable de fragiliser les autres plantes, comme mettons, le gingembre sauvage, la zarette du Canada. Bon, mais quand même, moi, quand je vois une talle de la lierre officinale, je suis bien content, puis je me piche dedans, puis ça fait de la... ça goûte l'ail, puis la moutarde, puis le réfort en même temps. C'est comme... Wow. Puis les gopas de podagraire qui se mangent n'importe quelle analité, mais à un moment donné, vient que les feuilles sont maigres, là, mais au printemps, c'est sûr, je me fais une salade de ça. Puis c'est une plante envahissante, ça. Et l'ordre des ingénieurs forestiers, ils font des publications contre ça, là, pour dire plantez pas ça, puis si vous envoyez, exterminez-les. La guerre. Je dis exterminez pas, cueillez-en, mangez-en. La renouée du Japon, un autre exemple. Isabelle Simard est la première depuis Roger Phillips de la Cuisine des Champs au Québec, dans son livre, elle en parlait avantageusement, puis elle donne ses recettes. Puis, là, moi, je suis là. Je pousse un gros souper de soulagement, genre, enfin. Quelqu'un qui comprend. Isabelle, elle fait plus que comprendre. Elle fait du sport. Elle l'applique, c'est ça. Elle l'applique, tu sais. On veut un Québec comme ça. On veut un Québec avec des gens comme ça qui ont toutes les petites compétences terrain, là. Oui. Puis qui propagent le savoir. Moins de monde qui reste en banlieue dortoir, puis en ville. Plus de monde qui habite les régions. Yes. En ferme forestière. Puis en communauté solidaire, là, qui s'échangent des trucs jour au jour. Parce que, tu sais, il y a tous des défis relevés, hein. Ben oui. Puis, des belles partages de connaissances qui se passent à travers tout ça. Puis écoute, Yvan, l'heure. Ah oui, l'heure s'est écoulée tellement rapidement. Écoute, c'était tellement intéressant. Merci de ta générosité, de tout ton partage de connaissances. C'était un plaisir de jaser avec toi. Je suis sûr que ça a été un plaisir aussi pour nos éditeurs et auditrices qui vont avoir plein de belles recherches à faire, de belles lectures. Totalement, c'est sûr que ça va cultiver votre curiosité. Puis n'hésitez pas, il faut se former, il faut aller lire, il faut découvrir ça. En tout cas, moi, ça me donne le goût. Puis clairement, ça va être dans mes démarches de cette année et plus encore parce que ça illumine tellement de possibilités. Tu sais, sur notre ferme, on voit déjà toutes les possibilités. C'est avec des parties de terre qu'on se demande quoi faire avec ce morceau de terrain. Puis là, on sent qu'il y a un potentiel fou qui doit se cacher derrière tout ça. Fait exact. Yes. Merci. Ouais. Ça fut un plaisir, messieurs. Merci. Salut Yvan, puis salut à tous nos auditeurs et auditrices. On se revoit pour un prochain épisode du balado Les idées ridicules. À la prochaine. Salut. Bienvenue à ce tout nouveau segment au balado Les idées ridicules. Donc, c'est les questions ridicules. Vous allez avoir la chance de nous poser des questions et nous, on va pouvoir y répondre. Puis, ce segment est commandité par nos amis de AgroBio. Merci. Donc, le concept d'AgroBio, c'est de la semence à la table. Ils font tout, de la culture à la transformation. C'est un regroupement d'agriculteurs québécois bio qui vendent des produits de qualité, qui sont locaux et équitables. Yes, vous pouvez trouver leurs produits chez Loufa, dans les marchés tôt et également dans la majorité des magasins où il y a dans le fond de la vente de bio et local. Donc, les jardins de la Renarde, on la salue. Salut Julia. Nous demande, team déjeuner sucré ou salé?
Question existentielle. Pour moi, c'est évident. C'est déjeuner sucré. J'ai besoin d'une bonne dose de sucre commencer. Puis c'est de même. C'est un déjeuner sucré. Moi, honnêtement, je pense que la question est trop profonde, est trop... Attends de voir la prochaine. On peut pas galvauder ça puis juste choisir un côté comme ça. Moi, je pense que, comme dans tout dans la vie, il faut de la complexité, de la nuance. Moi, je pense que team déjeuner sucré et salé. Pourquoi exclure l'un ou l'autre? Je pense qu'on peut faire avec les deux. Là, oui. Ben oui, hein, pourquoi pas? Nice. Très bonne question. Donc, la ensuite... suivante, par contre, quel est votre légume préféré? Ça, c'en est une tough. Je te remercie de me la poser. Colin. Moi, j'ai toujours un faible pour le fenouil. Le fenouil, c'est croquant, c'est sweet, c'est un petit bitter là-dedans aussi. Ce serait pas mon légume que je voudrais cuisiner à tous les jours, mais clairement, c'est un des légumes que j'apprécie beaucoup quand ils reviennent à mon assiette. Là. Bon choix. Purée de pois chiches. Moi, je pense que je choisirais un légume genre pas cultivé, admettons. Si je devais vraiment choisir un légume préféré, c'est-à-dire? Genre, mettons, la carotte sauvage. T'as déjà mangé ça? J'ai déjà mangé ça. Oui. Ouais, une fois. Quoi? Ça goûte la racine. Ça goûte la racine. Ça goûte la racine, oui. Ça goûte la racine, mais c'est quand même bon. Il y a un goût... t'as quand même un petit goût un peu sucré. C'est sûr que je pense que de la carotte sauvage de bord de chemin, ça goûte la carotte sauvage de bord de chemin, tu sais. Fait qu'il y a quand même un côté très fibreux et tout ça, mais je pense que bien apprêté, ça pourrait être vraiment intéressant. Puis juste essayer d'apporter de la diversité dans cette réponse-là, parce que sinon, je ne savais pas quoi dire. Je pense que notre ami M. Perrault serait bien fan de ta réponse. C'est ça, hein? Je pensais à lui, en fait, en disant ça. Fait qu'on le salue aussi, Yvan. Sinon, merci, Julia, donc Desjardins de la Renarde, pour tes questions. C'est vraiment apprécié. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode des idées radicules. Donc, pour voir tous nos épisodes et rester à l'affût de ceux à venir, rendez-vous sur le site web d'Origine au www.origineqc.ca et abonnez-vous aussi aux pages Facebook, Instagram et YouTube d'Origine. Les liens vont être dans la description de l'épisode. Sinon, vous pouvez aussi écouter les idées radicules sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music et Balado Québec. Et si vous aimez ce balado puis vous aimeriez nous encourager, abonnez-vous à notre Patreon au patreon.com/idées radicules. Merci à l'équipe formidable de la Shop Studio où on enregistre depuis nos tout débuts. Et un gros merci aussi à notre équipe derrière les micros, notre réalisatrice et coordonnatrice de projet, Laura Chipello, et nos productrices Safia Barou et Alissa Martin-Martel. Merci, puis à la prochaine. Merci, guys. À la prochaine.